So good morning. Welcome to our, I think it's the session 11 of our research data management workshop series that go until December 12th. We would like to start saying that we pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their long-standing relationship with this territory, which remains unceded. We pay respect to all Indigenous people in this region from all nations across Canada who call Ottawa home. We acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders, past, present, and future. We would like also to announce the next session. So next Monday, we'll have Toward an Open Science Ecosystem in Neuroimaging. The title of the presentation changed from the last announcement I had, with Dr. Russell Podrak from Stanford University. And the next Monday, the other Monday, December 5th, we'll have data sharing, research equity, and the role of good pharma scorecard with Jennifer Miller from Yale University. The registration is already open for Toward an Open Science Ecosystem, but not for Jennifer, but it will be open probably tomorrow, I think. So you can keep posted about this. Again, we would like to invite you, if you are interested in research data management or data sharing and would like to become a data champion, we invite you to join us. You can find all the information in our website and find other initiatives and other ideas we have for the project. So today we'll have the session Clinical Trials Data Sharing with Dr. Florian Modet from the Université de Rennes. I hope my pronunciation was correct. And we encourage everyone to put the questions in the chat or open the mic and the camera and make the questions to the speaker after the presentation. Thank you so much, Florian, for being here with us. I'll stop sharing my screen. And you can, the floor is yours now. You are on mute. Okay, thank you very much. Thank you for this introduction. So now, as you asked me, I will speak French. It will be better for maybe everybody. So even for the people who don't speak French, I think they will understand better if I speak French. So I'll try to do my best. Voilà, donc je vais... Bonjour à tous, donc Florian Modet, je viens de l'Université de Rennes et je vais vous présenter donc, bon, voilà, des données sur le partage des données à propos des essais thérapeutiques. Donc, vous vous souvenez tous de la situation dans laquelle on était il y a quelques années et on a réussi finalement à sortir un petit peu de cette situation, entre autres probablement grâce à la vaccination. Et parmi les vaccins, il y en avait un particulièrement intéressant, c'était le vaccin Sputnik. Vous avez sans doute entendu parler de ce vaccin. J'imagine qu'il n'était pas disponible au Canada, en tout cas il n'a pas été pour nous en Europe. Et vous avez ici en fait les résultats de l'étude de phase 1-2 concernant ce vaccin Sputnik. Vous avez ici, du coup, au cours du temps, à 0 semaines, 14 jours, 21 jours, 28 jours, le taux d'anticorps, en fait, qui ont été détectés dans le sang après avoir fait une injection de vaccin. Et donc, vous voyez qu'il y a des anticorps qui apparaissent à 14 jours, 21 jours, 28 jours. Voilà ce qu'on voit sur ces figures, ce qu'ils nous présentent, et c'est, ma foi, très, très, comment dire, prometteur pour ce vaccin. Alors, ce qui est moins prometteur, c'est que si vous regardez de près, vous voyez qu'ici, en fait, la distribution AJ21 est exactement la même que la distribution AJ28, comme s'il n'y avait pas vraiment de variabilité, la variabilité du vivant auquel on s'attend dans les essais. Et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup d'images qui semblent être un peu dupliquées. Donc, voici une distribution, ici c'est la même mais en décalé, mais quasiment la même distribution. Ici, vous avez une valeur de différent, bref, des données qui semblent trop homogènes, un excès d'homogénéité qui parfois est un signal assez inquiétant sur l'intégrité des données, sur la qualité des données qui ont conduit à la publication.
C'est pourquoi vous avez une équipe avec Enrico Bucci et ses collègues qui ont écrit en fait leurs doutes au Lancet et qui ont demandé en fait à réévaluer les données de cette étude, donc à se procurer les données. Et puis bon, il se trouve que l'étude de la phase 1-2 du Sputnik avait un plan de partage de données, un data sharing statement. On va voir après que finalement, c'est quelque chose qui est nécessaire. En tout cas, ça fait partie des politiques de l'ICMJE et le Lancet, en tant que membre de l'ICMJE et en tant que suiveur de ces politiques, du coup, a une politique pour un partage de données. Et donc voilà, vous voyez, hein, les données individuelles seront disponibles sur requête en écrivant à l'auteur correspondant. Voilà. Donc, c'est ce qui est écrit. Et puis, par rapport à la lettre de Enrico Bucci, comment dire, les auteurs répondent aussi et confirment bien dans leur réponse que les données individuelles seront disponibles sur requête. Après, bien sûr, que la proposition, la demande soit approuvée et ce sera partagé sur une plateforme online sécurisée. Bon, voilà ce qui est écrit. Alors moi, je sais que bon, Enrico Bucci a fait des demandes, n'a pas eu de réponse. Nous, de notre côté, avec mon collègue André Gilibert, on a aussi fait des demandes indépendantes à l'époque, puisqu'on n'était pas du tout en lien à ce moment-là avec Enrico Bucci, et on n'a pas eu de réponse non plus à notre demande. Et on a appris ensuite qu'on avait un collègue aussi russe qui avait fait des demandes, et qui lui non plus n'avait pas eu de réponse à ces mêmes. Alors voilà, la revue Nature a été aussi un petit peu au courant de cette histoire. C'est sûr que ça peut avoir de l'impact. Ce vaccin, il a été ensuite vendu dans de nombreux pays. On avait entendu parler. Et la revue Nature a couvert avec une news l'histoire. Et elle met bien, en fait, dans sa news, hein, que elle demande l'avis du Lancet sur ce qu'il pense du fait que c'est pas facile d'obtenir les données. Et le Lancet dit que bon, ils ont déjà invité les auteurs à répondre, je vous ai montré la réponse d'ailleurs, et qu'ils allaient suivre la situation de très près. Ça, c'est la phrase qu'il faut retenir, suivre la situation de très près. Alors, ils ont suivi la situation tellement près que ils ont publié l'étude, cette fois-ci, de phase 3, à nouveau dans le Lancet. Et cette étude de phase 3, vous voyez, c'est une étude de phase 3, hein, et donc là, vous avez les courbes sur le critère principal hein, qui sont présentées. Et si vous les regardez de près, hein, vous voyez que du coup, vous avez ici les participants qui ont le Covid, en fait, confirmé, donc c'était le critère principal, et puis le délai depuis la première dose. Et vous voyez qu'au bout d'une vingtaine de jours, les deux courbes se séparent et qu'on a ce qu'on devrait observer normalement avec un vaccin sans souci. Voilà. Et puis, vous avez ici les nombres de patients à risque, hein, avec ici les gens du groupe vaccin, ici les gens du groupe placebo. Et si vous regardez de près, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'ici, vous passez de 15 338 patients à risque à 15 717. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des perdus de vue, ce qu'on a d'habitude dans la recherche, vous avez cette fois-ci ce qu'on appelle des gagnés de vue, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas suivis au début et qui sont arrivés en cours d'études, bizarrement. Alors, ça peut être une faute de frappe, mais dans l'article, il y avait d'autres problèmes. Là encore, des problèmes d'homogénéité. Vous avez cette figure, ce tableau, qui présente en fait l'efficacité du vaccin général. Donc, vous avez une efficacité à 91,6%, et puis l'efficacité du vaccin déclinée par des groupes d'âge différents. Et vous voyez que là, en fait, quel que soit le groupe, vous avez une efficacité qui est aux alentours de 92%, 90 à 92%. Pourtant, vous avez des intervalles de confiance qui sont très larges. Donc, sous l'hypothèse qu'il n'y ait pas de différence entre les groupes, hein, de par les fluctuations d'échantillonnage, on devrait quand même s'attendre à des point estimates, ici les estimations ponctuelles, beaucoup plus variables que ce qu'on observe là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi au bout de plusieurs à écrire dans le Lancet sur les communiqués de presse, puisque c'est une étude qui a été analysée à plusieurs temps différents. Il y a eu des analyses intermédiaires dont la transparence n'est pas très très claire, mais on peut s'imaginer que dans le contexte de la pandémie, il fallait aller vite. En tout cas, vous avez des analyses intermédiaires, et là encore, vous avez des nombres qui sont très homogènes. Là, ils sont simplement doublés quasiment entre là et là. Vous avez ici presque doublé. Et ensuite, 8, 16, c'est encore doublé. 31, 62, c'est doublé parfaitement le nombre de cas. Et là encore, c'est très étonnant en fait
sur les analyses intermédiaires, finalement, d'avoir des efficacités qui sont toujours aux alentours de 92%. Là encore, on devrait s'attendre à plus de fluctuations en termes d'efficacité. Parce que d'ailleurs, le Lancet n'a pas voulu qu'on écrive nous disant qu'ils étaient responsables de l'étude publiée, mais pas des analyses intermédiaires publiées dans des communiqués de presse que nous, on a récupérés par ailleurs. Bon, en tout cas, si vous voulez les données de cette étude de phase 3 de Sputnik, vous pouvez, là encore, du coup, les demander. Il y a à nouveau un data sharing statement, on va parler de ça tout à l'heure, et du coup, il est possible de demander. Alors, c'est bien écrit cette fois-ci que par rapport à à la fois d'avant, les propositions pourraient être acceptées devront être quand même approuvées par le sponsor de l'étude, mais aussi par le département de la sécurité, ce qui n'est pas toujours encourageant pour faire une demande. Voilà. Donc, on a finalement fini par publier notre lettre, ça a mis du temps, et on a des réponses. Hein, voilà, les inconsistances numériques, hein, ce sont des typos, donc des fautes de frappe, qui ont été corrigées, et l'homogénéité, l'excès d'homogénéité dont je vous ai parlé, hein, ne fait que confirmer le fait que, comme décrit dans l'article, l'efficacité du vaccin ne différencie pas entre n'est pas différente, quel que soit l'âge. Donc, autrement dit, soit ils n'ont pas compris ce qu'on a dit, soit ils n'ont pas voulu comprendre ce qu'on a dit. De la même manière pour le Lancet. Hein. Voilà. Alors vous me direz, bah oui, c'est le vaccin Sputnik, ça va être difficile d'avoir ces données, c'est un vaccin particulier. Et moi, je vous dirais que non, parce que là, vous avez dans cet article, en fait, la disponibilité des données pour les autres vaccins, en tout cas, peu de temps après la mise sur le marché de ces vaccins, mais ils étaient sur le marché. Et là, vous avez la colonne hein, qui vous dit bah, les autres vaccins que le Sputnik, hein, le Pfizer, le Moderna, le Oxford, AstraZeneca, le Janssen, tous les vaccins finalement qu'on a connus, et le Sputnik hein, d'ailleurs, du coup. Est-ce que leurs données sont disponibles? Eh bien, vous avez une colonne au moins. Cette fois-ci, il n'y a pas d'excès d'homogénéité. Enfin, il y a un excès d'homogénéité, je veux dire, mais il n'est pas inexplicable. Hein. Bah, finalement, aucun de ces vaccins ne met à disposition ces données. Voilà, donc moi je me présente, Florian Naudet, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier dans les 3 dernières années. J'ai fait des vaccins malgré l'absence de données pour les essais disponibles pour qu'on puisse les réanalyser, mais je suis vacciné, je ne suis pas vacciné par le Sputnik. J'ai les financements qui sont de l'ordre public, en tout cas français, avec l'Agence nationale de la recherche, la Fondation pour la recherche médicale, ma région, la Bretagne, qui est une très belle région, et les différents ministères de la santé, de la recherche, et je suis membre de l'Institut universitaire de France. Voilà, et je vais vous parler donc aujourd'hui de ces fameuses politiques de partage de données, comme celle qui a conduit à ce qu'on voit en fait dans l'article Sputnik, ce qu'on appelle le Data Sharing Statement. Et si on a ça, en fait, c'est parce que l'ICMJE a une politique de partage de données. L'ICMJE, c'est l'International Committee of Medical Journal Editor. Et l'ICMJE, en fait, c'est un petit groupe hein, à la base d'éditeurs de journaux médicaux qui tournent avec des journaux influents et des journaux du monde entier. Et puis aussi, vous voyez ici d'autres institutions, la US National Library of Medicine. Et cette ICMJE et ses membres, en fait, écrivent, bah, vous le savez, en fait, des guidelines que les journaux, en tout cas les journaux dits affiliés, décident de suivre. Donc, quand j'avais fait cette diapo il y a à peu près un an, on avait 5645 journaux affiliés. Maintenant, il y en a sans doute encore plus. Donc, c'est un petit groupe de journaux, mais leurs recommandations sont largement suivies, en tout cas par des journaux qui disent les suivre. Et en 2016, l'ICMJE a écrit cette proposition importante en disant que partager les données, c'est une obligation éthique de partager les données de manière responsable. C'est une obligation éthique, en fait, parce que les participants ont pris des risques pour participer à l'étude et qu'en retour de ces risques, on leur doit la meilleure utilisation possible de leurs données. Et que le partage de données, on va le dire, en fait, permet de maximiser le bénéfice qu'on en tire des données de la recherche. Donc ça, c'était en 2016. Et vous voyez bien, en fait, c'est une proposition. Donc cette proposition a donné lieu à de nombreuses discussions hein, dans la communauté scientifique, des éditeurs, des gens qui font des études, donc les personnes qui font des essais randomisés. Et il y a eu aussi des levées de frein, quoi, en disant que c'était compliqué, que
Quand quelqu'un avait fait un essai pendant quelques temps de collecter les données, c'était compliqué que quelqu'un derrière vienne pour réutiliser les données aussitôt, en profite, entre guillemets. Et donc, il y a eu des freins importants, ce qui fait que l'ICMJE a adopté une politique de partage moins ambitieuse que celle qu'ils avaient proposée. Ils avaient proposé de rendre le partage obligatoire. Ils ont simplement adopté une politique de partage qui était de dire il faut que les articles, du coup, publiés dans les journaux qui sont affiliés à ICMJE aient un data sharing statement. Ce data sharing statement, ça puisse être oui ou non. Donc, si vous ne souhaitez pas partager ou si vous ne pouvez pas partager, eh bien, il faut simplement écrire non, les données ne sont pas disponibles. Et ça, c'est tout à fait possible dans le cadre de la politique ICMJE. Et il faut aussi, en fait, avoir un plan de partage dans l'enregistrement a priori sur clinicaltrial.gov ou sur les autres registres, celui que vous choisirez pour l'étude. Il faut écrire ce que vous comptez faire, en fait, avant de commencer votre étude. Et je pense qu'on le verra, mais c'est un incitatif, enfin, c'est pas un incitatif, mais c'est un outil important parce qu'il faut y réfléchir très tôt au partage des données. Et le plus tôt on y réfléchit, le mieux c'est. Donc voilà en fait ce que demande l'ICMJE. Donc écrire des data sharing statements dans les articles et dans les registres. Alors voilà, moi j'ai une activité de méta-recherche et puis une, une grosse activité de ma recherche, c'était de regarder comment ces politiques ont été implémentées dans les journaux et est-ce que ça a donné lieu à un certain impact. Donc c'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va discuter dans la suite. Donc on a fait, je vais passer assez vite là sur ces diapositives parce qu'elles peuvent être vite compliquées à regarder. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un audit en fait, des journaux qui suivent les recommandations ICMJE. Donc, pour ce faire, on a pris d'abord les membres de l'ICMJE, donc c'est vraiment le petit groupe de journaux qui sont là, très, très, comment dire, motivés, qui écrivent la politique. Et ensuite, on a fait un échantillon, on a fait un échantillon aléatoire des journaux affiliés en retirant de ces journaux affiliés un certain nombre de journaux, notamment les journaux pouvant être considérés comme des revues prédatrices. Donc pour les journaux ICMJE, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que tous n'ont pas une politique explicite décrite sur leur site internet. Donc quand bien même ils ont fait la politique, en fait, tous ne l'ont pas écrite de manière très claire. Il y en a certains qui en ont. Parmi ceux qui en ont, en fait, on en avait 3 des 14 qui avaient une politique plus forte que l'ICMJE, c'est-à-dire qui rendaient le partage obligatoire. Donc à l'époque, c'était PLOS Medicine, le BMJ et Annals of Internal Medicine qui le rendait obligatoire pour le peer review, mais pas forcément ensuite. On en avait un qui demandait moins, c'est-à-dire qu'il disait que c'était optionnel, etc. Et puis on en avait 4 qui disaient simplement « nous, on fait la politique de l'ICMJE » et décrivaient cette politique. Voilà. Et puis vous aviez des journaux qui disaient simplement « on suit l'ICMJE » mais sans détailler exactement leur politique. Voilà, donc ensuite on a regardé ces journaux et parmi ces journaux, on a regardé ceux qui avaient publié des études randomisées. Et c'est vrai que dans les études randomisées publiées dans ces journaux, on trouvait quasiment dans tous les articles des data sharing statements, ce qui veut dire que finalement, ils disent qu'ils vont le faire, mais en tout cas, ils le font et ils font un data sharing statement. Et parmi d'ailleurs tous ces articles, on en avait échantillonné 100, on en avait quand même 77 qui exprimaient l'intention de partager. Alors l'intention de partager, c'est ce qu'on observe dans les études Spoutnik, ils disent qu'ils veulent partager, par contre ils ne partagent pas derrière, mais au moins ils expriment l'intention. Donc on a des taux d'intention de partage qui n'étaient pas négligeables dans ces revues de l'ICMJE. Et voilà, là c'est le petit groupe. Maintenant, si on prend les journaux qui se disent journaux affiliés, là on arrive sur des chiffres bien différents. Donc vous voyez, on en avait échantillonné un certain nombre pour arriver à 489 éligibles, et on en avait retiré certains qui étaient par exemple dans la liste de Bills, qui étaient suspects d'être potentiels prédateurs, sachant que c'est une liste qui n'est pas non plus le gold standard, mais qui était celle qu'on utilisait à l'époque parce qu'on n'avait rien de mieux. Et donc, du coup, on a enlevé ces revues un peu prédatrices pour regarder dans celles qui seraient considérées comme en tout cas des journaux, des entités légitimes. Et donc, là, ce qu'on observe, simplement 30% des journaux ont une politique explicite de partage des données et
que la majorité de ces politiques explicites étaient moins demandeuses que celles de l'ICMGE. C'est-à-dire qu'ils faisaient du plan de partage quelque chose d'optionnel. Donc, vous voyez, l'ICMGE, c'est déjà quelque chose de très, très faible en termes d'obligation, hein, simplement écrire un plan de partage. Eh bien, la majorité des journaux qui disent suivre ces politiques-là, bah, du coup, ont des exigences encore moins fortes. Et donc, ce qui se trouve, finalement, quand on regarde les articles, c'est que on a des data sharing statements dans 25% des articles et des intentions de partager qui sont trouvées dans 22% des articles. Ce qui fait que là, on en est loin des 77% des revues membres. Dans les revues un peu générales, bah, c'est beaucoup moins important. Et ce sont que les intentions de partager parce que, encore une fois, on va le voir, les intentions de partager ne, comment dire, conditionnent pas le fait qu'il y aura vraiment un partage derrière. Alors, on a fait aussi des sondages auprès des financeurs hein, de la recherche clinique, des financeurs commerciaux, donc principalement les firmes pharmaceutiques. Et on a à peu près 41% des firmes pharmaceutiques qui ont une politique de partage. Et généralement, c'est qu'ils s'engagent à partager quand c'est des politiques de partage pour les firmes pharmaceutiques. Et puis pour les financeurs non commerciaux, publics, qu'on avait identifiés à travers Sherpa Juliette, et ben là, vous avez 40% en fait, là aussi, de financeurs publics qui ont des politiques de partage, certaines étant des politiques en rendant le partage complètement obligatoire, et puis d'autres simplement en encourageant au partage des données. Donc les financeurs commencent aussi à adopter, comme l'ICMJE, des politiques de partage, mais c'est très progressif. Et on a regardé pour des études de ces financeurs en fait, enregistrées sur le registre clinicaltrials.gov, et on voyait quand même que les intentions de partager, du coup, n'étaient pas toujours présentes. Donc 59% pour les études des firmes pharmaceutiques, ce qui est pas énorme dans le sens où ce sont des firmes qui promettent qu'elles partageront quoi qu'il arrive. Et puis, pour les financeurs publics, bah là, vous êtes sur du 12% hein, des études enregistrées qui expriment des intentions de partage sur clinicaltrial.gov. Voilà, donc l'implémentation laisse encore à désirer. Et bon, il ne suffit pas d'avoir une politique de partage de données pour partager les données. Vous voyez ici, c'est une étude qu'on a faite sous le mode du Registered Report. Cette fois-ci, en prenant les essais thérapeutiques pivots soumis à l'Agence européenne du médicament. Donc nous sommes ici en Europe, et puis bah, c'est notre agence, comme la FDA américaine, c'est l'EMA, European Medicine Agency. On a pris dans cette EMA des médicaments qui ont été mis sur le marché, et on a identifié tous les essais pivots. On en a tiré au sort 62, et on a essayé de se procurer les données de ces 62 essais. Bon, vous voyez que sur nos 62 essais inclus, eh ben, 49 étaient des essais, en fait, pour lesquels la firme avait une politique de partage de données. Voilà. Et puis, 13 essais, du coup, la firme n'avait pas de politique de partage, clair. Bon. Ce qu'on observe, hein, c'est que quand, du coup, la firme a une politique de partage des données, eh ben, finalement, seul un faible nombre de données sont vraiment partagées au bout du compte. Puis on avait une firme sans politique de partage qui nous a quand même partagé les données. Voilà. Puis bon, la grande majorité, en fait, hein, des études ne sont pas partagées malgré les politiques de partage en place. Un petit peu, finalement, comme ce que je vous ai présenté pour les vaccins, l'ensemble des vaccins tout à l'heure. Bon, alors celles forcément pour lesquelles on a les données, notre but c'était de les réanalyser, on arrive quand même généralement à des résultats qui sont très proches de ceux publiés à la fois dans l'EPAR, donc le document de l'Agence européenne du médicament, de ceux publiés dans le papier, l'article scientifique, et de ceux qu'on peut trouver dans le Study Report. Voilà, donc voilà un petit peu de ce qu'on en est, de cette politique de partage, à la fois lycéenne à la fois des financeurs. Maintenant, la question, ça va être de savoir, oui, est-ce que ces politiques servent à quelque chose, sont utiles, et de combien? Et en fait, c'est très difficile, parce que ces politiques sont récentes, donc c'est difficile d'en avoir une idée actuelle. Voilà, bientôt, on va pouvoir commencer à avoir ces données-là. Mais on peut s'intéresser aux expériences passées des journaux, puisqu'il y a des journaux qui, depuis une petite dizaine d'années, commencent à avoir des politiques de partage. Donc, je vous ai fait une figure pour que vous puissiez vous rendre compte. En fait, la première revue biomédicale à adopter une politique de partage, c'était Annals of Internal Medicine, qui ont adopté une politique en 2007 encourageant le partage des données. Donc,
Du coup, c'est une politique qui ne le rendait pas obligatoire. Il demandait simplement de mettre un data sharing statement et de dire aux auteurs si oui ou non ils voulaient partager leurs données. Et donc ça, on a ces informations depuis 2007. En tout cas, cette politique est en place depuis 2007, donc on a des informations là jusqu'à ce que l'ICMJE en 2018 mette en place sa politique. Et c'est une politique proche de celle de l'ICMJE, donc ce sera intéressant de la regarder. Puis le BMJ, eux, en 2009, ils ont aussi encouragé le partage des données en mettant un data sharing statement. Et puis en 2013, ils ont rendu obligatoire pour les médicaments et dispositifs médicaux, qui sont des traitements, des thérapeutiques relativement invasives. Et donc c'est pour ces traitements-là qu'ils ont décidé de rendre obligatoire à l'origine le partage des données. Et puis en 2015, ils ont rendu ça obligatoire pour toutes les études randomisées publiées dans le BMJ. Pour ce qui est de PLOS Medicine, eux, c'est en 2014 que le groupe PLOS a adopté une politique de partage des données, et donc ça concerne les essais thérapeutiques publiés dans PLOS Medicine. Voilà un petit peu l'historique. La plupart des autres journaux, par exemple le Lancet, par exemple le New England Journal of Medicine, mais aussi tous les autres journaux qui sont affiliés à l'ICMJE, ont adopté une politique en 2018, et qui n'est pas une politique obligatoire, qui est une politique encourageant le partage, et donc qui finalement est similaire à celle de Annals of Internal Medicine. Alors voilà, on a fait des surveys de ces journaux et des articles publiés dans ces journaux sous les politiques de partage. Donc dans le journal PLOS Medicine et BMJ, quand les articles ont été publiés avec finalement une politique proactive et obligatoire de partage des données, on a récupéré ces études, on a demandé les données et on a obtenu les données dans 46% des cas, donc à peu près 50% des cas. Une fois sur deux, on arrive à avoir les données, ce qui est à la fois une bonne nouvelle parce qu'on part vraiment de zéro, puisque pendant un temps, c'était impossible d'avoir ces données, donc 50%, c'est déjà très bien, mais ce qui est une mauvaise nouvelle parce que le journal obligeait au partage complet, quoi. Et on a été capable de reproduire les analyses dans un certain nombre de cas, mais il y a quand même 3 situations qui ont été difficiles, hein. Donc 2 situations dans lesquelles on a trouvé des erreurs qui n'ont pas changé la conclusion. Donc, on a obtenu la même conclusion, mais les résultats numériques étaient différents et on a vraiment identifié des erreurs. Et puis un article qui, malgré le fait qu'il partageait les données, ne partageait pas assez d'informations sur le plan d'analyse statistique pour pouvoir reproduire les analyses. Ce qui veut dire que partager les données, ce n'est pas simplement partager les données individuelles des patients, mais ça va être aussi partager le code, ça va être aussi partager des métadonnées pour qu'on puisse comprendre la base de données très clairement, et puis aussi partager finalement dans l'article suffisamment d'informations sur le plan d'analyse statistique, par exemple, pour qu'on soit capable de reproduire l'analyse avec les mêmes analyses. Donc voilà pour BMJ PLOS Medicine, eux qui ont une politique obligatoire. Pour Annals of Internal Medicine, eux, ils ont en fait là, cette fois-ci, 10 ans de politique de recul et une politique qui encourage, donc proche de celle de l'ICMJE. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en revue les articles publiés dans Annals of Internal Medicine pendant ces 10 années. On a identifié 185 essais randomisés, éligibles. Ces 185 articles, on a été chercher toutes les fois où ils ont été cités, en regardant dans Web of Science, et on a aussi regardé leur protocole, combien de fois ils ont été cités, etc., pour essayer d'identifier toutes les citations de ces articles qui pouvaient être des réutilisations. Donc les réutilisations, c'est soit des analyses secondaires, soit des méta-analyses sur données individuelles, soit des réanalyses. On a même inclus les méta-analyses sur données agrégées, en se disant que parfois, pour faire une méta-analyse sur données agrégées, si on a accès aux données individuelles, c'est plus facile d'inclure dans la méta-analyse l'étude, puisqu'on peut recalculer éventuellement quelque chose pour la méta-analyse sur données agrégées. En tout cas, ce qui nous intéressait principalement, c'était les réutilisations pour analyse secondaire, les méta-analyses sur données individuelles ou les réanalyses. Bon, donc on a cherché toutes ces réutilisations avec 2 personnes qui cherchaient minutieusement parmi les 15 378 citations, ce qui n'était pas nécessairement facile. Voilà, donc les résultats de cette étude sont déjà descriptifs, et pour ce côté-là sont intéressants. Vous voyez que, en fait, en jaune, c'est le partage du jeu de données, des données individuelles des patients,
Et vous voyez que ce partage des données, en fait, ne monte pas continuellement au cours du temps, hein, au cours des 10 ans. Les intentions de partage sont au début à 50%, elles montent ici un petit peu, redescendent, et puis remontent un petit peu courant 2007, à un moment finalement où l'ICMGE fait sa proposition et que le partage des données revient à la mode, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qui monte continuellement au cours du temps. Alors que vous voyez que, par exemple, pour les protocoles, on passe de 50% la première année, puis finalement, on va monter et on va carrément arriver à 100% hein, finalement en 2017, puisque là, les choses sont beaucoup plus claires et l'augmentation monte en puissance. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les articles qui exprimaient l'intention de partager aux articles qui n'exprimaient pas l'intention de partager. Et on a fait la comparaison de ces deux types d'articles hein, sur déjà la réutilisation par n'importe quel type d'article. Et donc vous voyez qu'on n'arrive pas à mettre en évidence de différence. Bien sûr, on n'a pas énormément d'articles, hein, donc on peut manquer de puissance. Bon, vous voyez aussi que par rapport au Spoutnik, nous, on n'a pas de gagné de vue, hein. Donc ça, c'est rassurant. Il y a zéro réanalyse, donc la culture de réanalyser les données n'est pas là encore, hein. On n'a eu aucune publication qui correspondait à une réanalyse des études publiées durant ces 10 années dans Annals of Internal Medicine. Et finalement, quand on avait des analyses secondaires ou des méta-analyses sur données individuelles, en fait, pas de différence entre le fait d'exprimer une intention de partager ou pas. C'est-à-dire le fait de dire oui, je vais partager, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura partage derrière, ou que quand bien même il y a partage, que celui-ci va conduire à une publication. On va le voir tout ça ensuite parce que c'est important pour bien comprendre l'impact du partage des données. Maintenant qu'on est en 2022, on peut commencer à avoir un petit peu de recul et regarder ce qui s'est passé en avant-après la politique de partage dans certains journaux. Donc on a fait ça, nous, par exemple, pour les journaux de chirurgie, avec un collègue ici, Damien Berjac, qui est chirurgien et qui s'intéresse à ces questions. Donc on a pris les revues, bon, on va dire, que les chirurgiens adorent dans la chirurgie, et puis on a regardé ici, avant l'adoption de la politique ICMGE, on avait pris une soixantaine d'études, 65, et ici, après la politique de l'ICMGE, là aussi, il y avait 65 études. Donc, ce que vous voyez, c'est que avant la politique de l'ICMJE, aucun de ces études n'a de data sharing statement, donc de plan de partage. Donc, aucune n'écrit qu'ils ont l'intention de partager leurs données. Voilà. Et de fait, quand on leur demande les données, hein, vous voyez, on obtient les données juste pour ceux qui sont en vert, et on obtient les données pour seulement 2 études. Bon. Les 63 études qui ne partagent pas leurs données. Voilà la différence maintenant après la politique, donc les études publiées après la mise en place de cette politique. Là, vous voyez que la petite différence, c'est que certains écrivent un plan de partage, mais finalement, sur les 65, c'est 5 plus 6, c'est 11 qui écrivent un plan de partage. Donc la plupart, en fait, ne suivent pas la politique et n'écrivent pas de plan de partage. Voilà. Et puis, parmi ceux qui écrivent un plan de partage, vous en avez 6 qui ne veulent pas partager et 5 qui veulent partager. Bon, on aura demandé les données. Parmi les 5 qui veulent partager, on a obtenu les données pour 0. Parmi les 6 qui ne veulent pas partager, pas de données. Et finalement, on a eu des données d'études sans plan de partage, 2 études sur 65 après la politique de partage de données, 2 études sur 65 avant la politique de partage de données. Donc là, je vous laisse faire le calcul de la p-value de tête, mais c'est facile. Voilà. Et là encore, on peut essayer de réanalyser ces études, et quand on les réanalyse conformément au protocole, on arrive en général au même point estimate, au même p-value, on est capable de reproduire. Ceci dit, pour ces études de chirurgie, là encore, on a trouvé des problèmes de reporting. Par exemple, on en a trouvé une dans laquelle il y avait 50% de perdu de vue, et ce n'était pas du tout indiqué dans l'article comment étaient gérés ces perdus de vue. C'était simplement écrit que l'étude était faite en analysant l'intention de traiter. Or, ces 50% de perdus de vue n'ont pas été inclus dans l'analyse. Effectivement, on peut reproduire, mais il manquait des détails importants qui d'ailleurs auraient pu conduire à ne pas publier l'article. C'était une étude négative, ceci dit, mais une étude négative qui manquait beaucoup de puissance. Donc, ce qui remet en cause, en fait, l'idée qu'on n'a pas réussi à identifier de différence.
Donc voilà un petit peu pour ce qui est des politiques de partage de données. Et maintenant, en fait, l'ICMJE dit que voilà, c'est une obligation éthique de partager les données parce qu'on en fera la meilleure utilisation. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais par contre, quelles sont les données empiriques qu'on a sur l'impact du partage? Est-ce que vraiment on sait la taille de l'effet quand on s'engage à partager, quand on partage, dans combien de temps on va arriver à avoir un impact? Et ça nous fait demander, en fait, qu'est-ce que c'est que l'impact? Et pour ça, en fait, on a, nous, essayé de conceptualiser ça en divisant le partage des données en plusieurs étapes. D'abord, vous avez l'intention de partager, donc ça, on peut mesurer si les gens disent oui ou non, je vais partager. Donc, vous voyez que pour le Sputnik, les gens disent oui, je vais partager. Mais après, est-ce qu'il va y avoir un partage des données derrière? Est-ce que quand vous demandez, vous faites une requête, est-ce que du coup, il va y avoir une mise à disposition des données? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des requêtes? Est-ce qu'il y a des gens qui demandent? Parce que partager des données, c'est quelque chose qui va coûter cher en ressources, hein. Il faut créer la base, il faut la préparer, etc. Et donc, est-ce que ça vaut la peine? Parce que est-ce que les gens demandent? Donc, pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait une demande et il faut que les données soient disponibles. Et vous voyez que dans le cas du Sputnik, il y a eu demande, mais il n'y avait pas eu disponibilité à la fin des données. Voilà. Mais même si les données sont disponibles, est-ce que derrière, elles vont être réutilisées? Est-ce qu'elles vont être réutilisables, déjà? Et puis ensuite, est-ce que les gens qui les ont demandées vont prendre la peine de les réutiliser? Pas toujours, peut-être pas. Et quand elles sont réutilisées, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'elles sont derrière, elles conduisent à une publication accessible par tout le monde pour que tout le monde puisse se rendre compte de l'intérêt de cette réutilisation, de son existence et de son intérêt? Ou est-ce que ce ne sera pas publié? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir du biais de publication sur les réutilisations? Par exemple, si vous n'avez pas réussi à conclure ce que vous souhaitiez conclure. Et puis enfin, est-ce que ces publications, elles auront de l'impact? Parce que vous savez que beaucoup de publications dans la littérature, et notamment les miennes, finalement, n'ont pas d'impact. Du coup, ça ne sert à rien. On fait ça, bon, mais on ne sait pas trop. Et donc, du coup, une publication qui a de l'impact, c'est une publication, par exemple, qui va amener à changer les politiques, à changer les guidelines, à changer la vie de millions de personnes, ou même peut-être d'une ou deux personnes, ce qui déjà serait bien. Et quel en est exactement l'impact? Et ça, c'est très, très difficile à évaluer, à mesurer. Donc on a fait une espèce de scoping review, une revue pour essayer de voir un petit peu, pour voir un petit peu, l'impact dans ces différentes dimensions. Les intentions de partage, le partage des données, la réutilisation, heu, qu'est-ce qui en sort, les publications, les conférences, tout ce qu'on veut, et est-ce que ça a vraiment de l'impact? Et en fait, finalement, vous voyez que à la fois, heu, les intentions de partage, c'est quelque chose qui est assez étudié. Il y a une littérature qui bourgeonne là-dessus pour dire: «Bah oui, les auteurs souhaitent partager», voilà, donc on fait des sondages d'auteurs, on regarde ce qu'ils écrivent dans leur data sharing statement. Une grosse littérature, donc vous voyez en bleu, c'est des surveys, donc des choses très observationnelles ou des sondages pour savoir combien de les gens veulent partager. Surtout sur les intentions de partage, surtout sur le fait si oui ou non ils partagent, donc ça aussi on a des informations. C'est un peu ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Par contre, si ça donne lieu à des réutilisations, on a beaucoup moins d'informations. Si ces réutilisations donnent lieu à des publications, beaucoup moins d'informations. Et si ça a vraiment de l'impact, on a très très peu de publications sur l'impact réel de ce que ça peut avoir. Et puis, ce que vous voyez, c'est que ce sont des couleurs foncées. Donc on a des sondages, des métriques, les données des plateformes de partage de données, par exemple. Je vais vous en présenter juste après. Mais finalement, très peu d'études expérimentales, de savoir quelle est la meilleure manière de partager, comment partager mieux, comment rendre le partage de données efficace, est-ce qu'il existe des incitatifs pour faire que les gens partagent et des incitatifs qui soient utiles, qui marchent, et de le démontrer clairement dans des études de méta-recherche expérimentale. On a très très peu de ce genre d'études. Donc vous voyez, comment dire, ici en fait, heu, des données qu'on a collectées sur 2 plateformes de partage de données qui sont le Yale Open Data Access Programme et le Clinical Study Data Request, qui sont 2 plateformes pour partager les données sur lesquelles vous pouvez aller faire des demandes de données que vous pourrez accéder à travers un environnement sécurisé. Et donc vous voyez que, finalement, Clinical Study Data Request, les publications, issues de cette, plateforme débutent en 2014 et augmentent, hein, quand même, du coup, progressivement.
Mais en 2019, hein, on n'avait toujours que 80 publications, alors qu'il y avait plus de, quand même, il y avait des milliers d'études disponibles pour demander les données. Et en 2019, sur des milliers d'études disponibles, vous n'avez que 80 publications. Donc finalement, ces données ne sont pas tellement demandées, ou quand elles sont demandées, elles n'aboutissent pas toujours à une publication. Ou bien ça prend beaucoup de temps, et là, si on réactualisait, on aurait sans doute des choses un peu meilleures. On a actualisé avec les collègues en 2020, c'était pas beaucoup différent, le message reste le même, hein. C'est quand même que finalement, il y a des données disponibles, mais elles sont peu demandées. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que les gens font de ces données, souvent, ils demandent les données pour faire des analyses secondaires, beaucoup. Et dans une moindre mesure, mais quand même assez fréquemment, pour faire des méta-analyses sur données individuelles, très peu de réanalyse. Et parfois du développement méthodologique, c'est-à-dire développer une nouvelle méthode à partir d'une base de données existante. Donc voilà les conclusions de tout ce que je viens de vous présenter. C'est que l'implémentation des politiques emmène à des politiques, à des taux sous-optimaux d'intention de partager dans les RCT publiés, dans les études enregistrées, que les intentions de partage n'impliquent pas toujours que le partage va être efficace derrière, qu'elles n'impliquent pas toujours qu'il y aura plus de réutilisation, et qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on a trop peu de jeux de données qui ont été réutilisés à partir des plateformes de partage de données. La plupart du temps pour des analyses secondaires, quand même pour des analyses sur méta-analyses sur données individuelles, et très peu de réanalyse. En fin de compte, et ensuite, la réutilisation de données ne veut pas forcément dire que derrière, il y aura de l'impact. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment essayer de bouger les choses, comment essayer d'avancer. Et là, je vais vous présenter rapidement les propositions qu'on a faites. Et c'est clair, il y aura des choses à faire. Changer les normes, donc je pense que ça, ce sera important. On a fait finalement des propositions, on a résumé un peu tout ce que je viens de vous présenter dans cet article. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder. Et finalement, on fait quelques propositions à destination de l'ICMJE, hein, adopter des politiques plus fortes, mais aussi certifier la compliance des journaux qui adhèrent à l'ICMJE, parce que pour l'instant, ils ne le certifient pas, et visiblement, plein de gens ne suivent pas leurs règles. On propose aussi aux journaux des choses. Je pense que les journaux, je pense que c'est important qu'ils mettent en place des éditeurs de recherche reproductible, en fait, qui vont vérifier si ces données sont à disposition, comment elles le sont, et qui vont pousser au partage des données. C'est important que les institutions mettent en place des incitatifs au partage de données. C'est aussi très important que les chercheurs s'engagent, hein, du coup, pour partager les données, mais aussi qu'ils s'engagent à évaluer l'impact pour trouver la manière la plus optimale de partager les données, sachant que pour l'instant, on n'est pas optimal. C'est aussi très difficile, en fait, pour les chercheurs. Certains veulent partager les données, mais ne savent pas comment faire. Donc, on a été mandaté par le ministère là, en France de l'enseignement supérieur et de la recherche pour aider les chercheurs à partager leurs données. Et on a commencé à travailler sur un guide de partage qui est difficile à écrire, puisqu'on a de nombreux acteurs qui sont impliqués, des chercheurs, mais aussi des juristes. Et le contexte juridique en Europe est parfois un peu difficile, hein, pour permettre le partage des données. Il faut le reconnaître qu'on n'est pas forcément aidé par la loi pour pouvoir le faire de manière très, très bien, très claire. Et donc, on est en train d'écrire ces règles, pas forcément simples, pour pouvoir favoriser le partage des données. Et forcément, la première de ces règles, c'est de respecter, hein, les régulations éthiques et locales et les régulations, la loi, en fait, des environnements dans lesquels vous partagez. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, il faut que les gens qui font des essais thérapeutiques se fassent aider par des gens qui connaissent bien la régulation des données. Ensuite, ce qu'on recommande, c'est d'anticiper la possibilité de partager très tôt, avant d'obtenir les financements. Par exemple, dans notre étude sur BMJ et PLOS Médecine, une des raisons pour refuser le partage, c'était que préparer les données, ça coûtait cher, et qu'ils n'étaient pas prêts à mettre l'argent pour partager les données, parce qu'ils ne l'avaient pas. Donc, ils sont engagés à le faire, mais finalement ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les financements pour le faire. Donc, il faut l'anticiper avant de faire l'étude et demander des financements dédiés au partage des données. Il faut ensuite, bien sûr, déclarer les intentions partage dans l'étape de registration. Et surtout, il faut le préparer dès le début de l'étude pour impliquer les patients, pour demander aux patients leur consentement et les informer sur le partage des données futures. Il y a de nombreuses données sur les patients pour dire que les patients souhaitent partager leurs données,
parce qu'ils souhaitent que la valeur de ces données soit maximisée au plan scientifique. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre, il faut les impliquer et les informer de ce partage. C'est nécessaire et chez nous, en Europe, c'est obligatoire. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez à la méthode dont vous allez souhaiter pour partager les données et surtout, en fait, pensez que c'est la règle qu'on a mis 7, mais vous n'êtes pas seul. Donc, vous travaillez dans une institution, mais l'institution, avant tout, travaille pour vous. C'est-à-dire que l'institution dans laquelle vous travaillez doit mettre à disposition les procédures, les méthodes pour partager les données et les manières de le faire de la manière la plus sécure possible. Et puis, il faut vous souvenir aussi que partager les données individuelles, c'est partager des données de l'étude, mais qu'il y a bien d'autres données. Je vous disais, il y a le code. Donc, même si les données sont du coup parfois pseudo-anonymisées, que c'est difficile de les partager, le code, c'est toujours facile de le partager. Vous avez les données agrégées, c'est-à-dire que pour partager les données sources de l'étude, il ne faut pas oublier qu'avant ça, il faut publier l'article. Enfin, avant ça ou en parallèle, mais en tout cas, il faut du coup mettre les données sur le registre, comme clinicaltrial.gov, pour que tout le monde ait accès aux données, ne serait-ce que agrégées. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Le partage des données ne dispense pas de communiquer les données de manière agrégée, conformément au protocole, etc. Donc, ne pas le faire seul, ça c'est sûr. Comment dire, s'appuyer sur une institution qui, d'ailleurs, met en place dès le début toutes les procédures pour le faire, aussi bien réglementaires, mais aussi que le support du data management pour assurer que les données partagées vont être utiles. Moi, dans mes réanalyses, du coup, j'ai souvent eu des données, parfois en allemand, c'était difficile de les comprendre. Une fois, des collègues qui nous ont dit, les données, on les avait déjà traduites, mais elles étaient à l'origine, comment dire, dans une autre langue, donc il a fallu les traduire en anglais pour que tout le monde y ait accès. Donc pourquoi pas certaines données les développer directement dans une langue que tout le monde puisse comprendre. Et il faut y penser en fait dès le début à tout ça. Et puis bien sûr, faut veiller à minimiser les risques de réidentification. Donc ça peut passer parfois par de l'anonymisation ou de la pseudonymisation, et puis parfois des accès sécurisés, etc. Et puis, bien sûr, en fait, ce qui est important, et notre dernière règle, c'est que le partage des données, quelque part, les gens à qui on donne les données doivent aussi avoir des process excellents en termes de sciences ouvertes et aussi, finalement, publier tout ce qu'ils produisent pour que, finalement, il n'y ait pas de biais de publication là-dessus aussi. Je vous rappelle, en fait, que dans les plateformes, on a identifié beaucoup d'études qui venaient, qui étaient des réutilisations pour des analyses secondaires. Dans ces analyses secondaires, vous savez qu'il y a une inflation du risque alpha. Et donc, si on fait cette inflation du risque alpha, on peut l'accepter, on peut la dire, la mettre, la rendre explicite, etc. Mais si en plus, derrière, on fait de la publication sélective parce qu'on ne publie que les résultats positifs, et bien là encore, on risque d'avoir des problèmes de reproductibilité de nos réutilisations de données. Donc, l'écosystème de la science ouverte est parfait, mais il faut l'améliorer, il faut être bien garant et bien sûr que derrière, du coup, il conduira à la recherche reproductible et donc, du coup, il faut appliquer les mêmes règles de science ouverte pour les réutilisations que pour les utilisations principales. Puis bon, pour changer les choses, en fait, ce qu'on a besoin, en fait, c'est une génération de scientifiques qui soient capables de le faire. À la fois capables de préparer les données pour un partage et à la fois capables de réutiliser ces données. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en avance puisqu'il y a ce programme de Data Champions à Ottawa et c'est une chose excellente. Donc, je suis très heureux, en tout cas, de vous parler de ça. Et puis, on essaie de faire, nous, la même chose en Europe. Donc, on a essayé de demander des financements pour ça. Et puis, bien sûr, il va falloir changer le monde. Et ça, je sais que David, ici présent, y travaille. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous ai dit que la politique de l'ICMGE, quand ils ont fait cette proposition de rendre le partage de données obligatoire, avait, comment dire, suscité de nombreux freins. Et parmi ces freins, en fait, vous avez du coup ces doutes exprimés dans un éditorial de l'éditeur en chef du New England Journal of Medicine, comme quoi les réutilisateurs de données seraient des parasites, des recherches parasites. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, ça nous a pas plu beaucoup dans notre communauté,
Et on a créé, en fait, pas moi, mais les collègues, hein, ont créé le prix des parasites pour récompenser les gens qui utilisent les données, c'est-à-dire en fait valoriser la réutilisation de données pour finalement encourager la réutilisation de données. Et le prix des parasites, c'est très bien, mais il faut aussi le prix des hôtes. Et ça a été créé pour récompenser les gens qui veulent bien partager leurs données et qui font avancer les connaissances grâce au partage des données. Et c'est l'idée qui vient derrière. Et en fait, l'idée qui est derrière, c'est l'idée des principes de Hong Kong, c'est de récompenser les chercheurs dans leur carrière pour avoir des conduites vertueuses, comme par exemple le partage des données. Et donc, petit à petit, en fait, on va avoir des incitatifs qui vont entrer en vigueur pour, quelque part, je vous disais, changer le monde et en tout cas inciter les gens à partager les données. Donc nous, on essaie de développer ça dans l'évaluation du médicament, je vais passer très vite. On a en France une organisation qui se met en place en fait pour la recherche reproductible au sein de notre groupe qui est l'INSERM, et on espère que du coup cette initiative va aboutir à des conduites vertueuses. Et puis, je souhaitais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Donc, vous reconnaissez ici David, mais il y en a d'autres hein, à l'international et en local. Donc, Jeanne, Fabiola et Maximiliane et Claude qui sont doctorants ici, Laura aussi, enfin voilà, bref, tous les gens qui ont servi à générer les données, qui ont permis la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis très content d'avoir vos questions. Merci beaucoup. Thank you so much, Florian. That was superb. Any questions from the audience? Any comments? I think while they may be preparing a question or a comment, I wanted to ask you, because our audience may not be familiar with when you say commercial versus non-commercial funders, what do you mean? I mean, for this commercial funder, it's rather pharmaceutical industry that fund a lot of clinical trials. And the non-commercial, they might be either public funders, so states or state agencies, and charities. Thank you, Florian. I'll ask you another question because I don't see anybody else asking at the moment. It strikes me as interesting psychology that researchers want to convey that they'll share, they want to look good, but they don't actually share. What is that? Why do you think there's that disconnect between, they say one thing but do something quite different? This is strange, of course. So I think there is like we have this problem of climate change up today, and we have a lot of companies who are doing what we call greenwashing. So I don't know if you use this term in Canada, greenwashing. It means that you are a company that, for instance, you are making a shampoo and you say that your shampoo is perfect, it complies with environmental rules and everything. So I think there is an open science washing too for companies, right. Because at least for commercial funders, because they say it's very good to have these data sharing policies. And to be honest, pharmaceutical companies have adopted more binding policies than some other funders. And they have some policies and they have some trials on data sharing platforms. And in some cases, you can ask and you can have the trials. But in many occasions, it's difficult. For instance, for these pivotal trials, the trials that were submitted to the European medicine agencies. Yeah. So the reason for not sharing was the following. So the most frequent reason was that the trial was ongoing. So
they have some data sharing policies, but they have some specific case in which they don't share the data. And the trial that is ongoing is one such case. And trial could be ongoing for various reasons, but in general, it's for safety purpose. So they are monitoring late side effects of the drugs, or they have some extension phases and all the thing. And then you go out of the policy. And it's very easy to go out of the policy with such specific things. I think it occurs a lot for COVID vaccines too, this kind of policy. So they have policies in place, it's true, but they have safeguards. and in fact, some of them, either pharmaceutical companies or individual researchers, may be afraid of those reanalyses. And they can have very good reason to be afraid because they know their data very well. And me from REN, I'm coming and ask for the data. And I will try to reanalyze the data in, let's say, 2 or 3 weeks without the good knowledge of the database that they have. And one of the problems is it could be not reproducible, but because of me, not because of the data, not because of the trial. And in some way, there is a risk when you share the data. So this risk, we try to address it because each time when we are performing those reanalyses, we say that first, one researcher is trying to reanalyze the data. And if it does not work, a second researcher will independently try to reanalyze it. So it's like a safeguard from our side, but there is still this risk that we can be wrong. And it can be a risky endeavor for them, especially if it is about their medicine that just got the market approval. Yes, sure. It's costly. There's a lot of reasons. In the work that you did on the surgical journals, and that you basically showed across these 10 journals that what the editors were publishing, you couldn't really try to reproduce it because of problems with data sharing. From a research integrity perspective, did any of the editors comment? I mean, if I was an editor and somebody said to me, by the way, what you publish, we can't even reproduce it. It would concern me. Did any of them respond either publicly or privately? No. So at least privately, when we submitted the paper, they commented that for certain journal, it was not a priority for the field of surgery. So it was a comment that we received when we were rejected, but no more comments. But let's see, this is very early. So we need at least 2 or 3 years to see how it is. It would be very interesting to do it again now. Also, because doing this just after 2018 could be a little bit early. So let's wait and see. I think if I got more funding, I would be interested to do this research again, because we don't need surveys like I showed you. We need observatories on the long term. So what I showed was just cross-sectional research, and in 2 years it will be out of date and without interest. We need something more longitudinal. Florian, it's 11 o'clock, so unfortunately we need to stop. We thank you so much for really, really interesting presentation and all your wisdom and time to prepare it and share it with us. So merci beaucoup and thank you. Take care. Thank you so much. So it was a pleasure to see you again, and hopefully we will see very soon in the future. And it was my pleasure to talk with you, and also for the first time to give a talk in French. So you can see that
But I know how to speak. Very good. Good. Thank you Thank so you, much. Florian. Bye-bye. Bye.